Salut à tous. Alors aujourd'hui les amis, on est avec Eva Peel de Deviant Disco. Deviant Disco, le label disco sous des coutures dont on va discuter, donc pas mal de coutures différentes, et avec Alex Rossi. D'abord, avant de démarrer, j'aimerais savoir, Eva, que tu me racontes un petit peu ton passé musical, tes influences. Tu veux dire avant l'avènement de la musique électronique, hein. Je sais pas, écoute, je Moi sais j'ai pas. commencé par le rock, Ouais. soyons clairs, j'ai commencé par le rock, j'aimais vraiment le rock and roll. J'écoutais même l'émission de Bernard Lenoir sur France Inter. Et après j'écoutais de l'acide, de la musique des années 70, donc du rock plutôt psychédélique. T'appelles ça acide? Ouais, il y avait un club à Paris qui s'appelait l'Acide Rendez-vous, où j'allais, qui passait de la musique psychédélique. J'aime toujours Brian Johnstone Massacre, qui est un groupe de rock psychédélique, et plein d'autres. Et après cette phase rock et pop, j'ai découvert la musique électronique. Alors, quelle musique électronique? La techno de Détroit, Ah pour oui. commencer. Donc, à l'époque, j'étais journaliste dans des canards de musique électronique, et je suis partie à Détroit en 2001. Donc déjà bien après le début de cette musique-là, puisqu'elle date des années 90. Et j'ai fait un film que tu peux toujours voir sur Dailymotion qui s'appelle Détroit 2001, puisque c'est l'année où j'y suis allée, où j'ai interviewé Carl Craig et beaucoup d'artistes de cette scène électronique Je l'ai vu, américaine. je l'ai vu. J'ai commencé, on va dire, la musique électronique comme ça. Et après, comme je suis d'origine belge, en allant dans des raves en Belgique, avec ma cousine, et j'écoutais de la musique qu'on appelle New Beat. Tu m'intéresses, donc, là. c'était une musique assez lente comparée à la techno de Détroit. Au niveau du tempo, c'est beaucoup plus lent et un peu mélangé, où il y avait parfois carrément des musiques un peu arabisantes ou Ethnique, on pourrait dire. ethniques, on pourrait dire comme ça, ce qui est assez proche de l'afro-cosmique, qui est encore un autre genre, qui est plutôt italien, qui était la musique jouée par Daniele Baldelli, qui avait un club en Italie qui s'appelait le Cosmic Club. Voilà, et après il y a eu le Typhoon avec Beppe Loda. Donc moi j'ai toujours aimé des musiques électroniques, mais avec des influences très différentes. Au niveau géographique et au niveau esthétique, je me revendique vraiment aussi bien de la musique de Détroit, qui est effectivement une musique afro-américaine. Elle, pour le coup, la rencontre entre Kraftwerk et, voilà, je sais plus, Et George Clinton. et George Clinton dans un ascenseur. Donc entre le funk et la musique, on va dire, plus new wave, et puis aussi des musiques plus, on va dire, presque du monde, parce que bon, voilà, j'aimais beaucoup un label belge qui s'appelait Kramet Disc, qui produisait des gens comme les Tueurs de la Lune de Miel, comme Aksak Maboul, des choses qui venaient vraiment d'ailleurs. En fait, Tuxedo Moon, voilà. Ah Moi, pour moi, la musique, c'est vraiment un truc à 360 degrés, que ce soit de la musique électronique, de la musique pop ou de la musique traditionnelle. Je peux aussi bien écouter de la tarentelle, des pouilles traditionnelles, que d'Eric May, ou le dernier album de Alex Rossi, ou de je ne sais quel artiste actuel qui sort un disque. J'essaye de ratisser large. C'est intéressant pas de rester dans un prisme vraiment trop... C'est intéressant ce que tu as dit sur la New Beat, parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui remarque qu'effectivement il y avait un côté ethnique, il y avait aussi un côté industriel, il y avait un côté un peu commercial dance, il y avait un côté un peu house music américaine, un peu... Il y avait tous ces éléments. Il y avait tout ça, ouais. Tous ces éléments étaient là, je suis d'accord avec toi. Ouais. Selon les projets, selon les producteurs. Exactement. Et leurs influences, mais tu retrouves toutes ces choses. Ouais. Alex, je vais te poser la question à toi aussi, savoir un petit peu tes influences musicales. Mes influences musicales, elles sont depuis tout petit. Je suis comme Eva en fait. Au départ, j'étais vachement en chanson. Comme Eva, je suis à 360 degrés quoi, au niveau de la musique. J'avais des parents quand j'étais petit qui écoutaient énormément de variétés françaises, mais variétés françaises au sens large quoi. Ça peut aller de Claude François au BO de films d'Ennio Morricone et Les Voyages en solitaire de Gérard Manset. Et en fait, j'ai baigné dans les mélodies, moi, en fait. Et puis ensuite, adolescent, on était une bande de potes et je viens du sud-ouest de la France. On écoutait de la new wave, on écoutait de la pop française, on écoutait Étienne Dao, Élie Jacquenot, et beaucoup aussi de pop anglaise, voilà quoi. Mais c'était toujours axé sur la mélodie. Eva, je vais te revenir vers toi s'il te plaît. Concernant le mot disco, donc qui revient dans tes productions aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que la disco, des fois les gens pensent que c'est la disco commerciale des fin des années 70, et bon voilà, mais il y a eu après ce qu'on appelait l'italo disco, il y a eu
une sorte de space disco aussi, une disco un peu spatiale mélangée avec la musique électronique, etc. Est-ce que tu peux un peu nous développer cet aspect disco? Écoute, moi c'est très simple. Quand j'ai monté ce projet, c'était un petit peu un fruit du hasard. Dans les années 2010-2013, après avoir vécu toute cette grosse période techno, cette période rock, que j'aime toujours autant le rock, je suis toujours aussi fan de rock. Mais quand j'ai créé mon projet, qui était un collectif avant d'être un label, le label est venu beaucoup plus tard, il est venu en 2016, donc déjà ça a commencé en 2013 cette histoire. C'était un collectif de diggers, donc de passionnés, de chercheurs, on appelle ça des chineurs, des diggers. En anglais ça veut dire creuser, dig to dig. Donc il y a même un film qui s'appelle Dig, qui est sur les Dandy Warhols et Brian Johnston Massacre, mais on va pas revenir là-dessus. Et en fait l'idée c'était d'agréger des gens qui cherchaient des musiques déviante. Disco, c'était presque un prétexte. Parce que, en fait, à l'époque où on a commencé tous ensemble, les copains avec qui j'étais, on jouait beaucoup de musique pour le dance floor quand même. C'était des musiques plutôt faites pour que les gens dansent. Et puis après, plus le temps a passé, un peu comme Alex, j'ai quand même aussi un aspect très mélodiste. J'aime beaucoup la mélodie. Et donc, en fait, déviante disco, ça rassemblait des gens qui aimaient toute forme de disco. Ça allait donc du disco, on appelle ça death disco, le côté un peu plus new wave, dark disco aujourd'hui on appelle ça plutôt dark disco. Il y a toutes sortes de formes de disco. C'est juste quand on a commencé le projet et le collectif, on était quand même beaucoup d'artistes et de DJ qui aimions la musique de danse. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le mot disco. Mais il ne faut pas oublier devant le mot déviant. Déviant, ça veut dire quelque chose qui sort de l'orthodoxie, qui sort de la règle. Et voilà, moi j'aime toutes ces productions-là. Donc quand on a commencé à sortir nos premiers disques, quand on a commencé le label, c'est des édits, on faisait toujours des versions bizarres de morceaux connus. Par exemple, sur le DDR003, tu as une version de Amazoniac, qui est un morceau de Yves Simon, mais complètement reconstitué, repensé. Ouais. Grâce à d'ailleurs Marc avec qui je travaille, mon duettiste FK Club, qui a dû faire je ne sais pas combien, plus d'une 50aine d'édits. Il en a fait un autre d'Hervé Christiani qui est génial, qui s'appelle Boomerang par exemple. Voilà, il y en a plein, mais c'était vraiment le côté obscur de la force, pour utiliser une image cinématographique, parce que mon deuxième dada dans la vie c'est le cinéma. D'accord. Voilà. Quel type de cinéma? Le cinéma d'auteur, disons-le clairement, et après des films de genre. J'aime bien aussi bien les westerns que les films d'horreur. En italien, on appelle ça les films gialli, les films noirs, on dit, ou les films un peu films d'horreur qui font italiens, peur, les films d'horreur ouais. italiens, Lucio Mario Fulci, Bava, Lamberto Bava, Lucio Fulci, voilà. Dario Argento. Dario Argento, bien sûr. Enfin, Dario Argento, le maestro envers qui on a une grosse dette, parce qu'il a fait travailler aussi des gens au niveau du son dans ses films qui font une musique comme Goblins par exemple, un fabuleux. peu flippante. Zombie, la musique de Zombie. Qui ont utilisé beaucoup de synthétiseurs, oui, qui est un truc qu'on retrouve beaucoup dans l'italo disco. Après on pourra en parler avec Alex, mais les synthétiseurs, c'est quelque chose qui a amené quelque chose de nouveau dans la production, on va dire, musicale, puisque l'italo disco, ça mélangeait des synthétiseurs avec de la mélodie. Ce qui est très important dans l'italo disco, c'est vraiment la mélodie. Et ça a distingué ce style musical-là du disco traditionnel dont tu parlais tout à l'heure. Le disco funk, on va dire, américain, a rien à voir avec l'italo disco italien, où la mélodie était quelque chose qui était vraiment mis en avant. Voilà. T'as la disco pop un peu, parce qu'en France, bon, la musique ça fait peut-être un petit peu d'eux, donc c'était plutôt disco pop, nous, mais c'est vrai que les Américains c'est plutôt disco funk, on va dire. C'est disco funk parce que c'est aussi un passif black américain qui est une composante essentielle de la culture américaine. Voilà, comme justement on parlait de la techno de Détroit tout à l'heure. Si tu reprends le film dont je te parlais, là, qu'on a fait ce petit documentaire, ce sont les blacks américains qui ont créé cette musique. Bien sûr. Voilà. Et Giorgio Moroder, lui, il était italien, allemand, et il a mélangé tout ça et ça a donné un son, le son italo-disco. C'est marrant. Je fais des raccourcis clavier, j'aime pas trop ça, donc je préfère pas. Voilà, mais il faut expliquer un petit peu les choses aux gens. Je me suis fait quelques films d'horreur italiens là, récemment, là, justement. Et effectivement, ce qui est prenant, c'est les BO, quoi.
les musiques body count, Extraordinaire. j'écoutais, si je vous dis body count, zombie, zombie 2, zombie 3. Après, le film, on peut trouver ça kitsch, c'est un autre débat. Mais les musiques, c'est au niveau surtout les analogique, c'est un truc de fou, les sonorités qu'il y a. Bah, c'est surtout les films d'Argento. Enfin, tu vois, il a vraiment initié quelque chose. Tu prends Suspiria, tu prends tous les films, L'oiseau aux plumes de cristal, les grands classiques d'Argento. Avant, il y avait Mario Bava, après, il y a eu d'autres artistes, mais c'est vraiment un style de musique particulier. En fait, ça vient du prog rock. Cette musique, elle vient du prog rock à la base. Mon copain Rosario Ligamari, que je cite puisqu'il me manque beaucoup, pourrait te le dire, cette musique, beaucoup de films italiens, c'est des musiciens du prog rock italien qui se sont mis à faire de la musique de film. Intéressant. Voilà, c'est assez marrant, effectivement, de voir, comme on parlait du rock tout à l'heure, comme quoi c'est un vortex en fait. À la base, il y a ce truc du rock et après qui a ramené plein de choses. Alors je vais vous poser une question un petit peu bifurquée, mais sur un sujet qu'on aborde parce qu'on est passionné de ça. Et je pose la question à tout le monde, quelle que soit la génération ou le profil, il n'y a pas d'a priori. Le support vinyle, est-ce que vous avez une collection de vinyles? Est-ce que vous aimez ça? Moi, je suis une fanatique de vinyle. J'en ai pas plus beaucoup. Je dois en avoir 2000 maintenant. J'en ai eu jusqu'à 3-4 000. J'en ai revendu beaucoup pendant le confinement parce que ça devenait un peu obsessionnel et un peu débile d'accumuler ça comme les filles qui accumulent des paires de pompes dans les placards, un peu fétichistes. Mais là, par exemple, je me suis régalée vendredi à jouer à Montpellier au Discopathe, plein de petits 45 tours, chinés ici et là. Et j'ai envie de te dire, les vinyles, ce qui est amusant, c'est que ce sont des objets physiques que tu touches, contrairement à un morceau sur une clé USB ou un morceau MP3. Il y a une histoire, il y a une pochette, il y a un moment où tu l'as acheté, à quel moment, à quel endroit, pourquoi. Et ça raconte des histoires. Et en fait, le vinyle, c'est une mémoire, un peu comme la photographie, qui est une mémoire. Ça reste un support dans un monde complètement dématérialisé. Ça reste un support physique. Et moi, je trouve que c'est important. Merci. Je vais laisser Alex. Alex, vas-y. Ton rapport au disque vinyle. Par rapport au vinyle, moi je suis vraiment d'une génération vinyle, mais une génération des années 70 vinyle. J'ai grandi avec le vinyle. Il n'y avait pas encore de support CD. Pour tout te dire, moi je suis né en 1969, voilà. Et quand je te parlais de mes parents et de ce qu'ils écoutaient toute la journée, de tubes ou pas de tubes, c'était forcément que du vinyle. Et beaucoup de 45 tours, ça c'est vrai, même s'il y avait beaucoup de 33 tours. Mais j'avais vraiment grandi avec le vinyle. Et quand j'étais ado, dans les débuts années 80, j'avais même une émission de radio, tu vois, où je passais que du vinyle. J'avais une émission de rock, pop, dans le Gers. Et puis j'ai travaillé aussi dans une boîte de nuit, parce qu'on appelait ça une boîte de nuit, pas, tu vois, discothèque si tu veux, où j'étais un petit disjockey dans ma petite ville de province. Et il n'y avait pas encore le CD n'était pas apparu. Et je mixais que sur vinyle, que ce soit des morceaux, on passait des 45 tours, comme des maxi 45 tours aussi. Tu vois, les versions longues. Puis souvent dans le vinyle, dans les maxi 45 tours, il y avait des phases B fabuleuses. Pardon. Mais quand j'avais 17 ans, 18 ans, j'en avais un millier. Parce que j'avais récupéré aussi, j'en volais beaucoup aussi. J'en achetais. Tu avoues? Ben non, enfin bon, j'en volais, mais bon, parce qu'après, à un moment donné, quand le CD est arrivé, les boîtes dans lesquelles j'ai bossé quand j'étais dans ma petite ville de province, ils ont passé de moins en moins. Et en fait, je repartais chez moi avec des vinyles, ils s'en foutaient en fait. Voilà. Donc j'en ai récupéré un maximum. Voilà, il me reste beaucoup de maxi 45 tours club de l'époque que je garderai toujours toute ma vie. Certains, je m'en suis séparé aussi. Parce que j'avais plus trop de place, et puis bon voilà, et puis en déménageant, et de partir de ville en ville. Mais après, à l'heure d'aujourd'hui, le vinyle, moi par exemple, je suis produit par un label, et dès que je sors un album, il faut absolument faire ces 300, presser 300 exemplaires de vinyle. Et quelque part, je ne sais pas à quoi ça sert à l'heure d'aujourd'hui. C'est histoire d'avoir l'objet ou pas.
C'est les prix sont dithyrambiques, voilà quoi. Enfin, je trouve que les pressages vinyles, je parle pas pour Deviant Disco, Eva, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle essaie de faire à fond tout le temps. Même le prix a été dicté encore par les major companies qui sont complètement à la ramasse, je trouve aujourd'hui. Voilà. Je suis assez d'accord avec Alex d'une certaine manière, et en même temps, j'ai envie de te dire, ça reste peut-être un objet fétichiste et un objet matérialisé, ce que je te disais tout à l'heure. Bon, en l'occurrence, tu vois, quand j'ai commencé à collaborer avec Alex, je connaissais déjà son travail. C'est donc quand on a sorti avec Deviant Disco un disque en hommage à Christophe, le chanteur qui est décédé donc pendant le confinement. Et moi, c'est vrai que, j'en sais rien. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui justement achètent les morceaux de ce disque sur Bandcamp. Mais les personnes qui ont acheté le disque en physique, pour moi, ça veut dire qu'il y avait vraiment aussi un engagement pour soutenir ce projet de sortir un disque en vinyle. Sortir un disque en vinyle aujourd'hui, c'est un engagement en fait. Voilà. Et c'est vrai que savoir à quoi ça sert ou à quoi ça ne sert pas, je n'ai pas une réponse définitive là-dessus, mais l'objet vinyle reste incontournable. Et pour moi, c'est la mémoire en fait. Les vinyles, c'est la mémoire. Pour te dire à quel point, moi j'anime une émission de radio sur Tsugi, la radio du magazine de musique électronique, qui s'appelle Deviant Pop. Et avant, je faisais des émissions sur les genres musicaux, un petit peu pour faire comprendre à tout un chacun ce que c'est que le krautrock, l'italo-disco, je ne sais quoi. Et maintenant, l'émission, elle a changé de nom, elle s'appelle Grand Voyage dans ma discothèque. Et j'interviewe un artiste, un projet d'artiste, ou des producteurs souvent. Et à travers 10 titres qu'ils choisissent en vinyle, ils viennent dans le studio et ils racontent un petit peu leur histoire et comment ils en sont arrivés à produire leur musique. Eva, on va revenir sur le label. Qu'est-ce qui fait que tu vas signer un artiste plutôt qu'un autre, etc. Est-ce que tu peux me développer ça ? Alors au départ, c'était vraiment un hasard. J'avais pas du tout l'intention de faire un label, soyons clairs. C'était plutôt un collectif d'artistes et de musiciens et de DJ. Et de diggers, de chineurs, de disques. Et puis on a commencé par sortir des édits, comme je te disais, donc des édits, donc des morceaux retravaillés, recomposés, etc. Et après, au fur et à mesure, je me suis dit, il faut que je signe effectivement des morceaux originaux et non pas des morceaux qui existent déjà. Et c'est vrai que bizarrement, ça arrivait sur une question de temporalité. En 2019, j'ai vu donc Christophe pour la dernière fois à l'hôtel de Crillon à Paris où il faisait un concert intimiste, on devait être une 50aine de personnes. C'est un artiste pop français qui n'est pas de ma génération mais que j'admirais au-delà de tout. Et je me suis dit, écoute, au-delà des édits maintenant, mais c'était quand même pas de la musique originale à la base puisqu'on a sorti des covers, des reprises de Christophe. Donc voilà, c'est venu comme ça. Ensuite, après ce tribute et les problèmes juridiques que Alex connaît, que j'ai eu avec ce disque, j'ai quand même eu envie de signer des artistes. Donc moi, je faisais un projet qui s'appelle La Notte di Parigi, qui est un peu un mélange entre du rock, la musique électronique, de la new wave, et puis un duo qui s'appelle Danner et Aloha, là, qui sont deux artistes que j'aime bien. Voilà, j'ai sorti un morceau à eux. On a sorti aussi un autre artiste qui s'appelle David Keller, qui fait plutôt de la pop. En fait, c'est plutôt des coups de cœur. Des gens m'envoient des démos, j'aime bien quelque chose et j'essaie de le sortir. Après, soyons aussi honnêtes jusqu'au bout. J'ai pas comme Born Bad, JB de Born Bad ou Marcolin chez Kwaidan vocation à sortir 1001 artistes. Moi, ça reste vraiment un bricolage assez familial, de gens que j'aime bien. C'est comme une famille. C'est des gens qui ont un ADN proche de mon esthétique musicale, en fait, tout simplement. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, Eva, des actus prochaines du label, ce qui va sortir? Est-ce qu'il y a des projets ou des choses qui ne sont pas en projet mais que tu rêverais de faire? C'est une bonne question. Ouais. Je rêverais encore d'exhumer quelque chose un peu rare et de les remettre au goût du jour et de découvrir aussi des choses. Moi, j'aimerais signer des nouveaux artistes. Moi, je m'en fous que le mec ait 25 ou 50 ans. En fait, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité de sa musique, c'est la texture et c'est la densité de cette musique. Si cette musique me procure de l'émotion, je le signe demain. Alors, évidemment, pour vous voir, la musique que vous jouez, l'idéal, c'est de venir vous voir en live. Mais pour les gens qui voudraient en fait écouter votre musique,
ou vous suivre aussi, parce que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Est-ce que vous avez des médias, des moyens, parce qu'il y en a plein, que vous préférez? Ah bah moi, c'est clairement Bandcamp, qui est le Bandcamp de Deviant Disco, où tu as Oui, toutes les j'y suis allé, sorties. j'ai écouté. Bien Et sûr. comme ça, Je tu vous- peux je vous le acheter et conseille. directement aller au producteur, donner. Mmh. T'achètes un morceau, ça va directement Ouais. au producteur. C'est génial ce support. Ouais. C'est l'artiste et directement les consommateurs. Mm. Du consommateur. Et voilà. même des fois quand tu Producteur, mets consommateur. le soutien éprouvé, parce que des fois quand tu mets des morceaux gratuitement, Les gens donnent libre, quand même les un gens euro. payent quand même. Ouais, ouais. Ça c'est fort. Les gens de Bandcamp sont Ouais. vraiment des gens... Non, mais moi je me rappelle de Tom York, je te dis, qui sortait à un moment des disques, qui disait vous donnez ce que vous voulez, Oui, c'est etc. ça. Et les gens donnent, C'est ça. donnent quelque chose. Ouais, c'est ça. Ce qui prouve que les gens ont envie, certains d'entre eux, Ouais, de payer la musique des artistes Ouais. et pas que tout soit un streaming géant, ouais. un espèce de supermarché Carrefour où enfin je veux dire, je sais pas, Alex disque. J'en pense que non, mais Bandcamp, moi je trouve que c'était vachement bien au départ, ça l'est toujours. Bandcamp au moins c'est tu vois, l'auditeur passe tu vois, au producteur sans passer par un distributeur. Ça c'est clair. Moi je trouve que ça n'a une grande partie du public enfin tout le monde peut avoir accès à Bandcamp, mais Bandcamp n'a pas accès à tout le monde, je trouve. Ah Voilà. oui, je comprends ce que tu dis. Euh, Oui, c'est ça le point faible. Et Si c'était quand le cas, je ça dis- serait tellement quand je génial. dis Bandcamp, c'est une niche, Oui. mais c'est pas péjoratif quand je Ouais, dis ça, ouais. au contraire, tu vois, vraiment. Et peut-être que si c'était pas, d'ailleurs, Voilà. regarde, peut-être heureusement, parce que si c'était pas le cas, peut-être que la relation serait peut-être plus biaisée s'il y avait peut-être, tu vois, si c'était très distribué ou Je suis très pas très sûr, médiatisé. Peut-être que parce que Bandcamp, il serait récupéré par des mecs qui Et voilà. qui veulent faire du business C'est ça, et c'est qui ont pour de la ça. thune, quoi. Peut-être que c'est pas plus mal que ça reste Alors, comme ça. Bon, tu vois, faut. Oui, c'est toujours pareil. Voilà. Et après, moi, juste personnellement, je suis signé sur un label qui est pas une major, mais qui est un gros label indépendant, qui a pignon sur rue. Donc moi, dès qu'ils sortent des trucs, des chansons à moi, des trucs à moi, je suis partout en fait, vraiment. Tu vois, sur des plateformes. Oui. Alors je te parle là de, tu vois, le Spotify, mais tu vois, c'est un exemple. Et je vais te dire à peu près combien ça me rapporte. Hein. tu vas voir le truc. Ouais. Mais rien que sur Spotify, depuis 4 ans, moi je suis à 8 millions de streaming. Ah oui, c'est 8 beaucoup. millions. Ouais. Non mais vraiment, tu peux aller vérifier, Alex Rossi, Spotify, c'est une seule chanson, Tutto va bene et Quando facciamo l'amore, ça arrive à 7 millions de streaming, les autres chansons additionnées, tout ça c'est plus de 8 millions, mais moi en SACEM, je pense que je dois toucher par répartition, ça me ramène 300 € par répartition SACEM, tu vois, tu vois. Donc, c'est pas avec ça que je gagne On en parlait au début. ma vie avec mes chansons. Voilà. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, je voulais en parler parce que Oui, mais- voilà, si ça vous dérangeait pas. Eh ben, au contraire. J'ai connu ce métier, mon premier contrat, je l'ai signé, j'avais 25-26 ans dans une grosse major qui s'appelle Mercury. Ça n'a pas marché pour moi, tout ça. Mais il y avait encore des moyens, c'était à la fin des années 90. Et puis je pense que même je parle de major, je ne suis pas obsédé par les major compagnies, mais elles n'ont pas compris à un moment donné. Elles pensaient qu'elles pouvaient maîtriser le MP3, elles pouvaient maîtriser les plateformes parce qu'elles voulaient faire leur propre plateforme, mais elles sont bien plantées, quoi. Vous avez mis du temps à se rattraper, ouais, ça c'est vrai. Ouais. Voilà. Et après, au niveau des réseaux sociaux, parce que c'est important si on veut écouter, suivre, voir un petit peu ce que vous faites, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux que vous privilégiez? Bah, nous, écoute, on essaie de développer pas mal Instagram via Séverine, qui est notre community manager. Et c'est vrai qu'après, sinon, tu as tous les réseaux sociaux, SoundCloud, Facebook. On essaie d'être présent un petit peu sur l'ensemble des plateformes. Mais moi, j'avoue un goût personnellement pour Instagram, pour instantané. Instagram, c'est des choses assez instantanées. Voilà, après je suis super contente, moi au jour d'aujourd'hui, avec mon projet La Notée, d'être effectivement sur Spotify, sur Deezer et XY plateformes. On mettra des liens justement pour que les gens puissent écouter tout ça. Mais vraiment, si on peut soutenir, puisque tu me demandais mon rêve, etc., qui serait de sortir effectivement d'autres disques de reprise et d'exhumer des chanteurs actuels, des producteurs, des jeunes qui ont du talent, et ben voilà, Bandcamp, quoi, voilà, directement, effectivement, voilà.
Alex, un peu d'aide aussi pourquoi pas des gens de la mode, ma foi, qui s'intéressent soi-disant à la musique, des gens de l'art contemporain, des gens comme ça. Il y en a, voilà. Moi, mon rêve, oui, aujourd'hui, tu me demandes, c'est de trouver un mécène qui m'aide à avancer dans le chemin rêve. que j'ai, le sillon, puisqu'on parle de Oui, musique, c'est ça, ouais. que j'ai commencé c'est bien à dit. creuser. Voilà. Alex, du coup, les réseaux sociaux, les gens, Oui, si on veut te suivre, voir Ouais, mais ce il y en a, juste pour rebondir sur Oui. ce que dit Eva, il y a certains gens dans la mode qui font du mécénat. Mais c'est pareil, c'est devenu presque aussi une niche quand ils t'aident. Enfin bon, ils aident pas n'importe qui. Enfin bon, ouais, c'est autre chose. Au niveau des réseaux sociaux, forcément, quelque part, c'est même pas quelque part, on essaie d'être quelque part partout, quoi. Parce que il faut, d'être visible, quoi. Donc, et le clip, l'image, c'est vachement important. Moi, quand je sors même un premier extrait d'album ou un single, enfin, tu vois, on le sort jamais sans clip, quoi. Ouais, sans support visuel, avec sans le une sens, petite la histoire, différence, elle est, sans une petite histoire. Ouais. Mais là, par contre aussi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un peu la chance d'être soutenu par un label qui peut choper les aides, les subventions, tout ça. Ils mettent tant de sous, mais pas énormément, mais enfin avec le CNC, tout ça. Oui, Mais on bon, peut se voilà, débrouiller, quoi. ouais. Mais on peut pas, c'est difficile. Tu vois, on parle de Bandcamp tout à l'heure, génial. Mais sans les gens, un public est vraiment attiré par l'image, quoi. Et il faut une image sur une chanson, sur un titre, quoi. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter Mais moi, je voudrais rajouter un truc, c'est que, écoute, j'ai connu Eva, moi je suis très heureux de connaître Eva. Parce non, c'est pas gentil, c'est normal. Nous, on s'est retrouvés autour de la pop italienne qu'on aime tous les deux. Et puis comme j'avais commencé à écrire en italien parce que je suis d'origine italienne en 2013 et que Eva avait écouté les premières chansons que j'avais sorties chez Born Bad, enfin et puis après quand elle a monté Deviant Disco, il n'y a pas si longtemps que ça, elle a fait beaucoup de soirées dans des clubs à Paris. Et elle m'a proposé quand je viens chanter pour Deviant Disco, je suis invité par Eva. Bon, c'est pas l'Italo Disco, on peut parler d'Italo Disco, mais c'est un bien grand mot. Enfin bon. Oui, il faut bien trouver des étiquettes, un minimum, oui, c'est normal. Mais c'est pas... en fait, c'est surtout, je pense, c'est les chansons qui nous, c'est la pop italienne. Il y a quelque chose, voilà, c'était ce qui nous a rassemblés tous les deux. Mais voilà, c'est ce soir, ce qui nous réunit, c'est Eva qui m'invite dans ce lieu, dans ce domaine superbe, et voilà. Au Sofa Club. Voilà, le Sofa Club, et parce elle m'a déjà invité à Paris, Pour terminer, je dirais qu'effectivement, comme dit Alex, l'important c'est d'avoir envie de se faire plaisir et de faire plaisir aussi aux autres. Et c'est même comme ça que moi j'ai rencontré Philippe de Sofa Club aussi, dans son ancien lieu, le Mancuso à Bordeaux, où je passais des disques et tout ça. Et on a une passion commune comme ça pour la musique, une certaine esthétique. On a envie de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres. J'ai envie de te dire piacere, comme on dit en italien. Piacere. Piacere, le plaisir. Piacere, voilà. Et c'est presque, ça veut dire aussi enchanté, piacere. Ah. On dit ça en italien. Enchanté avec plaisir. Écoutez, merci. Voilà, ce sera le mot de la fin. Eva, Alex, merci de temps que vous m'avez accordé. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.